Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV, que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Bonjour monsieur Alexandre. Ça va ? Ça va très bien. Pas trop chaud ? Il fait chaud, mais écoute, on va pas s'en plaindre. Non, on va pas s'en plaindre. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv, vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit, et nous suivre sur Twitter avec le hashtag LeGarageWatch. N'hésitez pas à poser vos questions pendant l'émission. Je vous rappelle également que Watch TV est disponible sur les principales box, sur les applications iOS, Android et Windows, et que le Garage est en ligne sur la page auto de notre partenaire Yahoo France. Alors au programme aujourd'hui, Driss, j'ai envie de dire à nous les belles anglaises. Très belles anglaises, des vieilles, des moins vieilles, de très belles motos. Et pour nous en parler aujourd'hui, Eric Pecoraro, qui est directeur marketing de Triumph. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, on va démarrer tranquillement, mais avant ça, je vais présenter nos deux invités. Mais juste pour rentrer en matière, Triumph a une histoire mouvementée. Hein. C'était au début des années 80, la marque a failli disparaître. Aujourd'hui, comment se porte Triumph ? Très bien. Très bien aujourd'hui. Bon, alors pour vous donner la réplique, j'accueille également deux confrères, dont l'un que vous commencez à connaître, Vincent Beaucousin Jamelin, Yahoo Auto. Salut Vincent. Salut Alex, bonjour à tous. Et un petit nouveau dans l'émission, Maxime Fontanier, Max Reportage, journaliste indépendant que vous retrouvez dans le magazine Automoto, Automobile Classique, l'Argus, Nice Matin, j'en passe. Salut Maxime. Salut. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va se retrouver dans une petite poignée de secondes pour entrer dans le vif du sujet. Alors, Driss, j'ai envie de te dire, je vais te laisser conduire pour une fois. Hein, on parle moto, tu sais que j'ai pas de permis, donc je préfère te laisser le guidon et entamer la discussion avec notre invité, donc Eric Pecoraro, directeur marketing de Triumph. Déjà, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci Eric. Donc on va laisser Alexandre de côté pour le moment, parce que dès qu'il n'y a plus qu'à je vais me manifester. Ne moyens. T'inquiète pas, je vais poser des questions d'état. Donc voilà, donc Triumph, comme on disait en introduction, une vieille dame, c'est une société qui a été fondée il y a bien longtemps. Tout à fait, en 1902, la plus ancienne marque de moto. Et à l'origine, si je ne m'abuse, Triumph a commencé en faisant des vélos. Au tout début, mais ça a été l'histoire de beaucoup de marques, c'est-à-dire au départ faire des vélos, puis ensuite mettre un moteur dessus. C'est la suite logique. La suite logique, oui. Tu vois, donc finalement, tu sais faire du vélo, Alexandre. Je sais faire du vélo, je peux faire de la moto. D'accord. Donc on a fait l'historique de la marque. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Comme on disait, la marque a été fondée en Angleterre en 1886. Pour l'anecdote, le fondateur était allemand. Donc il est venu en Angleterre et il exportait ses motos vers l'Allemagne. Et d'où venait le nom de Triumph ? Je crois que c'est une astuce marketing en fait qu'il avait trouvé. Ouais, tout bêtement, oui. C'était donc pour, en gros, plutôt que d'utiliser son nom qui est, attention, à mon allemand, Siegfried Bertmann, donc plutôt que d'utiliser son nom, il s'est dit, tiens, il va falloir que je trouve un nom qui soit un peu plus passe-partout pour les marchés anglais et français, et donc quoi de mieux que Triumph, finalement, ce qui se prononce dans toutes les langues. Kodak était déjà pris en fait, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, premier fait marquant, si on peut dire, c'était en 1905 avec le premier moteur monocylindre de 363 cm3. Ça ne nous rajeunit pas. Et il y a eu donc un événement, un fait marquant, si je puis dire, qui a quand même lancé la marque. C'était le Tourist Trophy. Ouais. Donc tu peux nous dire ce qu'est cette course ? Le Tourist Trophy, c'est une course qui est vraiment à part. C'est c'est un circuit qui fait environ 60 km, qui est sur une île, et c'est l'île de Man. Et la vitesse est libre et on passe en ville, dans la campagne, on gravit une espèce de petite montagne. La course est en ce moment, actuellement, c'est la semaine de course au Titi, le Titi, donc Tourist Trophy, en ce moment. Et d'ailleurs, on a des pilotes qui courent là-bas. On a notamment Guy Martin, qui est un pilote assez connu, anglais, qui court sur Triumph en Supersport, en 600. On a gagné l'année dernière, donc on espère renouveler ça cette année.
Et sur quelle moto? Une Daytona 675R. D'accord, on va en parler de cette Daytona 675R, une belle machine. Vincent ou Max, d'ailleurs, le Tourist Trophy, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un peu la course no limit, hein, c'est ça? Qui veut prendre Vincent? Ouais, c'est dans l'esprit, je crois, un petit peu comme on dit les 24 heures du Mans dans l'automobile. C'est une course vraiment à part. C'est une des plus grandes courses du monde, une des plus anciennes. Tout le monde y est allé. Hein. On peut parler de Giacomo Agostini, etc. Mais voilà. D'ailleurs, j'aurais une question pour Eric à cette question, à ce sujet, pardon. Si je puis me permettre. Vas-y, Max. Oui, sur le TT, c'est quand même une course mythique, puisqu'aujourd'hui, même les plus grands pilotes, certains des plus grands pilotes de Grand Prix, etc., refusent d'y participer, puisque c'est certainement une des courses les plus dangereuses du monde aussi. Et c'est même la course la plus dangereuse du monde, puisque c'est une course sur route ouverte. Et donc, il y a très peu de dégagement. Et donc, forcément, il y a chaque année, cette année encore, il y a eu un pilote français qui est décédé sur la course. Un privé, et je connais des bons pilotes qui refusent de faire le TT, mais c'est aussi ce qui fait toute la beauté de la course, puisque par définition, plus il y a de risques et plus on va dire que c'est excitant aussi bien pour les pilotes que pour les spectateurs. Maintenant, c'est un risque qu'on a toujours accepté dans le sport automobile pendant des années, et qu'aujourd'hui on n'accepte plus du tout. Et peut-être que demain ça finira par disparaître, on l'acceptera plus du tout quand il y aura des véhicules autonomes. C'est un autre débat, mais je dirais que pour l'instant ça reste un mythe, et c'est quand même un symbole de liberté très fort. Oui, alors petite anecdote, c'est vrai que quand on voit les images actuellement du Tourist Trophy, c'est des motos lancées à pleine vitesse dans les rues et puis sur l'île de Man. À l'époque, Triumph avait quand même fait second lors de sa première participation et premier à sa deuxième participation avec une vitesse de pointe de 70 km/h. Ouais, imaginez que maintenant, cette année, la Guy Martin sur la 675R est deuxième au qualif avec une moyenne de plus de 210 km/h. Et que pas tout à fait 210. Le record là vient d'être dépassé. Il y a des barrières mythiques. On l'a dépassé nous, les 100 miles à l'heure pour le tour de l'île, donc 60 km à plus de 160 km/h de moyenne. Et ça, c'était il y a bien longtemps, parce que c'est des années fin 60, début 70 de mémoire. Et qu'aujourd'hui, on a une moyenne de 130 miles de l'heure, donc c'est une moyenne. Les motos qui a plus de 300 km/h. La Daytona 75 prend 300. C'est quelque chose d'incroyable. Donc on continue, Driss. Premier choc en 1929, le krach boursier. Donc la marque est revendue à Ariel, ce qui lui permet, ceci étant, de sortir de nouveaux modèles. Donc il y a ensuite la guerre mondiale avec destruction de l'usine. Et c'est là qu'il y a un fait encore assez intéressant, c'est qu'après la guerre, Triumph exporte près de 75% de ses motos aux États-Unis. Ouais. Et ça a perduré jusqu'au déclin de Triumph dans les années 70, où l'importateur américain était extrêmement puissant. On vendait environ 30 000 motos aux États-Unis, et c'était notre âge d'or à ce moment-là. Bien qu'aujourd'hui c'est notre nouvel âge d'or, on y reviendra, mais dans les années 60, si vous voulez, le fait d'avoir une moto c'était cool, et le fait d'avoir une Triumph Bonneville c'était le super cool. Et si on était célèbre, connu, et qu'on n'avait pas de Triumph Bonneville, on n'était pas à la mode, et on n'était pas donc cool. Il fallait avoir sa Triumph. Donc la Bonneville, justement, autre anecdote, en 1956, Johnny Allen, donc qui dans le désert de Bonneville Salt Flats, a réalisé un record de vitesse, c'est ce qui a quand même propulsé la marque avec 344 km/h sur une moto Triumph, avec un moteur Triumph, encore une fois. Alors 2 moteurs même, c'était 2 moteurs de Bonneville, c'était un petit peu plus tard en fait. On a tenu le record du monde de vitesse pendant près de 20 ans. Il a été battu en 1975, et je vous annonce que là cette année on va tenter de récupérer ce record de vitesse avec une moto extrême évidemment, puisque c'est presque un cigare sur 2 roues, mais on va tenter de dépasser le record de vitesse actuel et de dépasser les 640 km/h. Avec 2 moteurs de Rocket 3. 640 km/h, vous avez bien dit 640 km/h, 400 miles per hour. Avec 2 roues, Alexandre. Avec ça fait pas trop peur. Si, là, faut. Je pense qu'il faut être bien accroché. Je vous montrerai quelques images de la moto. C'est impressionnant. Ouais, Vincent et Mac, vous intervenez quand vous voulez pour réagir ou poser des questions, n'hésitez surtout pas. Driss ?
Alors, on continue donc la Bonneville, une moto mythique sur laquelle on va revenir par la suite. Dans les années 70, grosse concurrence des constructeurs japonais, à tel point que finalement la marque c'est encore un grand choc, donc la marque va disparaître pour être, ceci étant, rachetée en 1983 par John Bloor, qui là a relancé carrément Triumph. Ouais. Alors, ce que j'aime, moi, c'est raconter l'histoire de Triumph. Donc, si l'émission peut durer 5-6 heures, je veux bien. Moi, parce que ça, franchement, c'est vous qui voyez. J'adore. Mais oui, effectivement, dans les années, le record de production de ces moments-là, je crois que c'est 68 avec 47 600 motos. Ça a été la plus grosse année de production Triumph de ces années-là, encore une fois, avant le crack dont vient de parler Driss. Et effectivement, avec l'arrivée de motos japonaises, plus performantes, moins chères, plus fiables, toute l'industrie européenne a été prise de plein fouet par cette arrivée. Et la marque, comme de nombreuses marques européennes, a périclité et puis ça a été dans les 70 de restructuration en restructuration en rachat. Et effectivement, en 1983, John Bloor, qui est un entrepreneur anglais, hein, c'est quelqu'un d'un petit peu particulier parce qu'il est toujours le patron de notre entreprise de Triumph, évidemment. Et Triumph, c'est encore une des dernières marques complètement indépendantes au monde, de grosses marques qui construisent des véhicules à moteur indépendantes au monde, puisque 100% des actions sont à lui. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'investisseur, il n'y a pas de fonds de pension. Tout est à lui, 100% est à lui. Il a racheté en fait la propriété intellectuelle en 83 sans trop savoir ce qu'il allait en faire, parce qu'au départ il construit des maisons, donc il a racheté l'ancienne usine pour la raser et faire des maisons. Et puis il a mis 4 personnes sur le projet en essayant de réfléchir si Triumph devait revivre, qu'est-ce que ça devrait être. Et puis je pense que je prends un petit peu les devants, désolé Driss. C'est pas grave, vas-y, continue. Mais... à quel moment a eu la scission entre Triumph Moto et la marque de voiture Triumph, parce que en 1935. D'accord. C'est très ancien. Ouais, c'est très ancien. Ouais. C'est vrai, on ne l'avait pas précisé. Il y a eu aussi une marque de voiture, Triumph. Et les sous-vêtements aussi. Hein. Ouais, alors pour l'anecdote, donc c'est Triumph International et c'est allemand. Et quand nous on est revenu fort dans les années 90, on a sorti une collection de vêtements, un Triumph. J'ai bien fait hein, parce que je passe à la télé puis j'en ai pas pris aujourd'hui. Alors je suis tout le temps habillé en Triumph, bravo. Mais en fait, on a votre attaché de presse. Et en fait, effectivement, quand on a ressorti une gamme de vêtements, on a été en procès avec eux, puisqu'ils se sont dit non, mais vous n'avez pas le droit de mettre Triumph sur des vêtements, c'est nous les vêtements. J'ai dit attendez, c'est nous, la plus ancienne marque Triumph, c'est nous. Donc il y a eu un procès qui s'est terminé par un arrangement à l'amiable et tout s'est bien passé, pour savoir qui était la plus ancienne marque fondée. Et il s'est avéré et on était un peu plus vieux de quelques mois, en 1902. Ah oui, effectivement. Bataille d'anciens. Alors justement, quand on parle de bataille d'anciens, on en discutait tout à l'heure, hein, il y a un retour à la moto vintage aujourd'hui. Et donc Bonneville se retrouve à nouveau sur le devant de la scène. Comment tu peux expliquer ça, ce phénomène ? On en parle beaucoup et on en parlait même ensemble tout à l'heure. C'est vrai que avec la répression routière, avec effectivement, on est de plus en plus harcelé sur la route. À bon escient, mauvais escient, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est comme ça. Il y a des radars partout, on peut pas rouler vite. Mais la moto, ça a été toujours comment se faire plaisir à 2 roues, mais sans risquer non plus le permis et autres. Donc, il y a eu les années 80, c'était le culte de la performance, jusqu'à la fin même carrément des années 90, où là, les marques japonaises étaient très fortes, effectivement. Et nous aussi, on a suivi le mouvement, on a sorti des motos extrêmement performantes. Mais aujourd'hui, il y a ce retour à se dire comment on va faire pour, encore une fois, se faire plaisir en 2 roues. Et puis là, effectivement, plutôt que d'aller chercher vers la performance, on va chercher vers de l'histoire, avec de belles motos. C'est une extension de soi. On valorise aussi on se valorise soi-même avec la moto qu'on possède. Il faut que la moto ait un nom, comme ça on peut raconter des histoires. Et puis la Bonneville a un énorme capital sympathie. On roule avec une Triumph dans la rue, et on se fait arrêter, on vous fait des petits signes, on vient discuter avec vous. C'est ces vecteurs, encore une fois, de valeurs qui sont complètement liées à la moto. La camaraderie, la liberté, c'est des valeurs qui ont toujours existé, mais des façons différentes, des valeurs de la pratiquer simplement. J'ai une question pour
Pour Eric, tu dis que bon, effectivement Triumph c'est la moto plaisir parce qu'on peut plus forcément faire beaucoup de choses en France, mais c'est une version un petit peu trop vue sur soi-même puisque la France n'est pas le seul marché de Triumph. Aujourd'hui on a quand même un retour des monstres sacrés avec Kawasaki qui a sorti la H2R, un 4 cylindres compresseur, le Gentleman Agreement qui a sauté dans les 1000 cm3 avec toutes les machines qui désormais dépassent les 200 chevaux. Et malgré tout, cette vitrine technologique, même si Triumph peut surfer sur son histoire, eh bien de cette vitrine technologique, Triumph n'y est plus. Pour quelle raison? Et est-ce que on peut espérer à nouveau revoir Triumph venir? Il y a eu des 900 Daytona qui marchaient bien, hein, c'était sympa quand Triumph est revenu. Et puis on aurait espéré qu'il y ait toujours une 1000 Superbike dans la gamme. Alors, je vais t'expliquer ce phénomène. Effectivement, tu as raison sur ce que tu viens de dire. Je débattrai pas, mais il faut bien se rendre compte que nous, Triumph, on se concentre sur les marchés développés, c'est-à-dire en gros l'Europe principalement, les États-Unis, l'Australie, mais principalement on construit des motos pour ces marchés-là. Et aujourd'hui, ce phénomène dont je viens d'expliquer est général. Quand tu as besoin de vendre des millions et des millions de véhicules beaucoup moins puissants, en 100 cm3, 110 cm3 sur des marchés en développement, et c'est des choses qui sont tout à fait louables. Nous, on n'a pas ni la structure ni la taille pour le faire. Tu as besoin effectivement de vitrines technologiques et de montrer que c'est pas seulement ça tes motos, c'est aussi, ça peut être des motos qui font 200 chevaux, 300 chevaux, mais globalement, sur ces marchés-là, il n'y a plus de marché. Dans le monde, il n'y a plus de marché. C'est des belles vitrines technologiques, ça tu as raison de le dire, mais au niveau production, il n'y a plus de marché. Et la chose, c'est comme ça, c'est Triumph qui est fait ainsi. Comme je le disais, on est une marque 100% indépendante, donc on ne peut pas se permettre de faire des motos pour le plaisir de les faire, c'est-à-dire des motos qui ne vont pas se vendre derrière, sans autre but. C'est-à-dire que si tu peux faire une moto vitrine technologique, si derrière tu espères rentabiliser ça en vendant je sais pas, des centaines de milliers, voire des millions de véhicules, 100 cm3, 117 cm3, et qui vont te permettre de le faire. Mais nous, un modèle, il doit sortir, et il doit se vendre, et il doit être rentable. Puisqu'encore une fois, on a une structure financière qui est qu'on n'a pas de fonds de pension, on n'est pas une grosse entreprise comme pourraient l'être des marques japonaises qui font ce type de moto. Et que le phénomène sur les classiques, sur le trail aussi, et sur ce qu'on appellerait les motos d'aventure et sur les rosters est un phénomène généralisé. Les sportives, malheureusement, il n'y a plus de marché. On attaque la gamme, Driss ? Alors, juste avant d'attaquer la gamme, là, on reste toujours dans cette thématique. Justement, en France, ça représente combien de motos, Triumph? Vous êtes positionné comment? Environ 5500 motos. D'accord. Alors oui, on va continuer dans la gamme avec toujours un modèle donc d'inspiration, j'ai envie de dire ancienne, mais c'est un peu péjoratif, le Scrambler. C'est vrai que le Scrambler revient à la mode. On sait que Ducati a sorti le sien récemment. Vous avez également un Scrambler au catalogue? Oui, on a un Scrambler au catalogue depuis 2006. Depuis 2006, nous, si tu veux, on n'a jamais arrêté cette extension de nous qui est la moto classique ou néo-vintage pour associer un mot à ce type de moto. Les Bonneville, on les a réanimées en 2000, fin 2000. Elles ont été présentées fin 2000 et commercialisées en 2001, donc il y a maintenant plus de 14 ans. Le Scrambler, on l'a sorti en 2006. Juste l'année d'avant, on a sorti la Thruxton en 2005. Bref, on n'a jamais arrêté sur ce créneau de moto. Et effectivement, d'autres marques arrivent avec des motos qui sont plus fun. Mais nous, c'est notre ADN, c'est notre extension de nous. C'est pas simplement une moto dans la gamme. C'est vraiment, ça fait partie de notre histoire et de notre gamme. Et évidemment, on peut s'attendre à ce que nos gammes évolue et bouge beaucoup. Alors justement, tu viens de le mentionner, il y a aussi la Thruxton 900, la Thruxton Ace. C'est quoi la différence entre ces trois motos en fait, Bonneville, Scrambler et Thruxton? Quel est le positionnement exactement? Eh bien, en fait, elle s'adresse vraiment à des gens qui vont avoir une certaine similitude, mais c'est vraiment des personnalités qui sont complètement à part et entière, parce que tu vas avoir évidemment une même architecture moteur, le châssis est commun, mais par rapport aux composants qu'il y a sur la moto, ça en fait des motos complètement différentes et qui ne s'adressent pas du tout finalement au même possesseur. Alors, on parlait tout à l'heure des...
Oui, vas-y. Ouais, sur le phénomène vintage, c'était très intéressant de parler de la Truxton et du Scrambler, et notamment du Scrambler en 2006, puisqu'en fait, on peut vraiment dater l'année 2006 comme étant le début du néo-vintage, parce que c'est la même année que Ducati sort sa gamme classique. Et depuis 2006, donc on est quand même en 2015, donc ça va faire quand même un moment maintenant, on est toujours dans cette tendance, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on arrive à un pic, qu'on est au summum de la tendance néo-vintage, mais c'est pas un phénomène qui est nouveau, puisque encore une fois ils étaient présents dès 2001 avec la Bonneville, et 2006 ils sortent les Scramblers. Donc Ducati arrive aujourd'hui, en effet c'est vrai, mais Ducati arrive parce que le marché il est vraiment très porteur maintenant, mais moi je pense que ça peut retomber aussi très vite. Et ce phénomène vintage, il arrive en même temps que l'arrivée des smartphones, etc., et finalement de la voiture et des véhicules connectés. C'est les débuts des véhicules connectés. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas indirectement chez l'individu et chez le motard un moyen de se dire, un phénomène qui fait que finalement on a envie de rester. On a envie de rester comme avant et on refuse d'aller vers le futur. Et d'ailleurs, quand on discute avec les constructeurs, l'arrivée de nouvelles motos électriques fait énormément débat, puisque la moto électrique va arriver aussi avec la moto connectée. Sauf que la moto et la voiture connectée, on sait très bien qu'elles ne se conduiront plus, malheureusement. Eric ? Il y a des points sur lesquels je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et des points où je suis justement en désaccord. Le point où je suis d'accord, c'est qu'effectivement en 2006 donc nous on sortait le Scrambler. 2001 on est là avec la Bonneville. 2006 je me rappelle plus de la date par rapport aux classiques Ducati, mais qui ont été vite arrêtés, puisqu'encore une fois c'était pas le début du phénomène, justement. Il n'y avait pas de phénomène. Et ces motos, nous, Scrambler, on a carrément même pensé à un moment à arrêter de l'importer tellement ça se vendait peu. Le vrai démarrage, vraiment, où on voit une énorme progression des ventes de ce type de moto, c'était vraiment, ça date d'il y a à peu près 2 ans. Et pour la première fois l'année dernière, en 2014, fin 2014, les marques de motos, ce que je dirais classiques, néo-vintage pour reprendre, c'est-à-dire nos gammes Bonneville, la BMW 90, et tous ces types de motos-là, pour la première fois, ont dépassé les ventes de sportifs, toutes cylindrées confondues. Et donc, effectivement, oui, ce qu'on voit aussi, juste... La voiture connectée, et plus nécessairement, on va avoir des clients qui veulent revenir vers le passé. Pardon, je suis désolé, mais juste pour reprendre un point par rapport aux clients de ce type de moto, et je vais essayer d'être le plus bref possible, c'est vrai que on voyait sur les motos de type classique, encore une fois, Bonneville ou autre, des gens plutôt vieux. Au tout début, c'était des vieux qui se disaient « Ah, j'en ai vu une quand j'étais jeune, je vais en prendre une ». Mais donc ils avaient 55-60 ans. La moyenne d'âge aujourd'hui sur les Bonneville est passée en dessous de 40. C'est des gens qui effectivement, parce que on va dire, moi je suis à 40 ans, je suis un dinosaure parce que je suis arrivé par la moto, par le biais classique, petite cylindrée, et puis je passe mon permis à 18 ans, et puis etc. Aujourd'hui effectivement on est dans un monde connecté, il y a 18 ans, 20 ans, il y a d'autres centres d'intérêt. Et la moto on y vient plus tard par d'autres biais. Tu roules en quoi, Max, toi ? En Triumph, je crois, non ? Oui, justement, je roule en Tiger 800, mais la génération précédente, puisqu'elle vient elle a été renouvelée l'année dernière, avec toute une nouvelle gamme. Ils ont fait finalement des améliorations. Ils ont corrigé tous les défauts. C'est marrant d'ailleurs parce que ils ont procédé un peu comme procédait Honda avec sa Hornet. Anciennement, j'étais propriétaire d'une Hornet, donc qui n'a rien à voir en termes de segment. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve des éléments, des composants, notamment au niveau des freins, etc., qu'utilise Honda. Donc on peut imaginer que ce sont des composants qui sont fiables. Et d'ailleurs, Triumph a prouvé ces dernières années qu'il était capable de faire des véhicules très fiables et a mis fin à ça. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que un client comme moi, Honda, est passé chez Triumph, puisqu'on n'a plus peur finalement d'avoir de l'huile dans son garage quand on achète une Triumph. Et donc je suis très content de cette Tiger 800. Alors ça fait un peu moins d'1 an que je l'ai acheté d'occasion, mais j'ai à la fois, je dirais, un véhicule qui est homogène pour une utilisation quotidienne, et en même temps j'ai ce petit plus que je n'avais pas sur une Honda, c'est-à-dire un moteur qui a du caractère. Avec une image de marque un peu moins, on va dire un peu moins lisse, et donc je suis le client type. J'ai 38 ans, donc je suis pas encore client classique, mais pourquoi pas. Dans 2 ans. Mais je suis vraiment le client type qui est passé d'une marque, on va dire fiable, à une marque un peu fun, mais sans prendre trop de risques, parce que c'est pas uniquement une machine plaisir, c'est une machine que j'utilise tous les jours, donc je peux pas me permettre seulement de rigoler.
Driss, on continue. Alors on continue en parlant de machines plaisir, on va monter un petit peu en gamme en parlant des Speed Triple, donc Speed Triple R, Speed Triple 675R, enfin il y a tout un tas de déclinaisons, donc là on est plus dans le roadster sportif. Oui, parce que les roadsters en France ont toujours été une part importante du marché. En gros, il a toujours représenté un tiers du marché français, en gros cylindrée. Et effectivement, nous, on a su en 2007, lorsqu'on a sorti le Street Triple, qui était une Daytona 675, notre sportive dénudée, lorsqu'on l'a sorti en 2007, c'était vraiment une révolution dans le créneau des roadsters, qui devait être japonais au départ et à un prix particulier et en 4 cylindres. On a sorti un roadster hyper sportif en 3 cylindres qui est... pardonnez-moi le terme, mais jouissif à rouler, c'est-à-dire quand on arrête la moto qu'on a roulé avec, on n'a qu'une envie, c'est de redémarrer, réentendre ce bruit et d'avoir ce petit frisson. Quand on roule, la moto est juste parfaite, c'est un vrai bonheur. Et en plus de ça, elle roule, elle est à un prix tout à fait dans le marché. Donc c'est toujours, elle a été renouvelée depuis. Et le dernier modèle date de 2013, donc tout très récent. On a encore amélioré la moto et je peux vous dire que c'est toujours une arme absolue sur la route ou même sur circuit pour la Street Triple R. Vincent, tu l'as déjà essayé cette Speed Triple? On parle de la Street ou de la Speed? De la Speed, pardon. Autant pour moi, c'est vrai qu'à chaque fois je me... Alors la Speed, c'est la version 1050 cm3, c'est la version Speed, 3 voilà, cylindres. c'est 1000. Mais Driss, il le copiera 100 fois et il s'en rappellera. Mais non, c'est la singularité de Triumph. C'est vrai que quand Triumph a sorti ses nouvelles motos, on parlait pas encore des néo-vintage comme la Bonneville. Je parlais tout à l'heure des 900 Daytona, etc. Il y avait ce 3 cylindres qui était une motorisation quasiment plus utilisée dans le monde de la moto. Il avait été abandonné dans les années 70 par les Japonais. Et c'est toute la singularité de la marque anglaise, c'est d'offrir des motorisations qui ont un caractère absolument génial à conduire. Il y a ce bruit, et d'ailleurs on rapproche très souvent la motorisation 3 cylindres de Triumph au flat 6 de Porsche pour évoquer à peu près le bruit et les sensations qu'on peut avoir avec. Donc non, ça c'est effectivement très très bien. Et aujourd'hui, on peut d'ailleurs expliquer que Triumph est désormais recopié par les Japonais qui se sont mis à refaire des moteurs 3 cylindres parce que Triumph a prouvé tout le bien de ce moteur qui va être très coupleux et très disponible en bas du contour, mais qui va avoir aussi la longe. Donc c'est vraiment un moteur versatile. Donc là, on va passer, justement, on disait que cette Speed était une déclinaison de la Daytona 675R également. Là, par contre, ça commence à devenir du sérieux. Alexandre, je suis désolé, c'est vraiment pas pour toi, ce type de moto-là. Bah là aussi, c'était une révolution parce que quand on l'a sorti en 2006, et je peux en parler puisque j'étais présent chez Triumph et présent au lancement presse de cette moto. Je vais faire un petit peu rêver, mais c'était difficile. C'était sur le circuit de Sepang à côté de Kuala Lumpur en Malaisie, donc aller rouler sur ce circuit-là et être payé pour, c'est juste un rêve. Et donc effectivement, quand on a sorti cette moto-là, tous les journalistes qui étaient là, c'est pas possible, ça peut pas marcher aussi bien, ça peut pas tenir. Ça avait des performances de 1000 cm3. Franchement, c'est ultra efficace, c'est pareil, c'est un moteur qui est fantastique. Le châssis, c'est un châssis de course. La moto est extrême sur la piste, mais faite pour aller vite. Et effectivement, elle est devenue très très vite la référence de la catégorie, la référence absolue de la catégorie, appuyée en plus lorsqu'on a sorti la version R, donc améliorée, suspension Öhlins, freinage Brembo avec étrier à montage radial. Ce qu'on voit sur l'écran là, c'est la version encore une fois renouvelée, puisqu'on a refait cette moto en 2013 complètement plus puissante, encore plus efficace, avec plus d'électronique. Et bref, c'est toujours, ça reste actuellement la référence en sportive sur le marché. Max, la référence pour toi? Alors j'ai pas eu l'occasion de faire de piste avec. J'ai essayé la première mouture. J'ai un copain qui en avait une. Et en effet, je comparais plutôt ça à une Lotus, parce qu'en fait, ce qui faisait vraiment sa caractéristique, c'était déjà le fait que ce soit une moto anglaise qui sort de l'ordinaire, mais surtout qu'elle soit légère, et puis encore une fois, le fait d'avoir un 3 cylindres, ça permet d'avoir à la fois le couple à bas régime et la longe qu'on peut avoir sur un moteur 4 cylindres. Donc finalement, le 3 cylindres, c'est vrai que ce que disait Vincent, il a raison.
les Japonais reviennent à cette motorisation-là parce que elle apporte énormément d'avantages. Et donc que ce soit la Street ou tous les autres modèles de la gamme, ou même la Tiger, profitent pleinement de cette motorisation. Alors après, la MT-09 de Yamaha est quand même une concurrente sérieuse parce que Yamaha a mis des moyens, et quand on essaie le nouveau 3 cylindres Yamaha, c'est tentant quand même de quitter Triumph, quoi. Alors, moi, j'ai pas pu l'essayer, cette Daytona, malheureusement. En revanche, j'ai essayé une moto qui est, complètement surnaturelle, d'une autre galaxie, la Rocket 3. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Je peux notamment bien en parler puisque je roule avec, je suis venu avec là au studio aujourd'hui, et tellement je suis amoureux de cette moto-là, j'en ai acheté une. C'est justement ça, la force d'être une marque complètement indépendante et pas de courir après des profits à très court terme. Cette moto-là n'aurait jamais dû exister dans aucun catalogue d'aucune marque. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on a sorti cette moto-là, c'était en 2004, juste les périodes d'avant, c'était une marque, c'était la mode des gros customs avec des gros moteurs. Et on a sorti une moto 3 cylindres de 2294 cm3, qui est une sorte de gros dragster moderne. Je l'ai entendu arriver tout à l'heure. Ça fait du bruit. Ça aussi, fait beaucoup de bruit, ouais. C'est sûr que quand tu remontes les fils avec ça, ça les gens s'écarte en général, ouais. Absolument. Mais ce qui est fou, c'est que c'est une grosse moto, mais ça se manie tellement bien que c'est même pas une punition de rouler avec. Moi, je fais 90 km par jour avec, et c'est vraiment un bonheur quand je monte dessus. Qu'est-ce qui reste dans la gamme, Driss ? Faut qu'on aille... Alors on va terminer avec la moto de Max, justement, la Tiger Explorer. Là, c'est pour les baroudeurs, ceux qui ont envie de partir en balade. Je crois que c'était celle que tu conduisais précédemment. Alors moi je connaissais la même que Max, j'avais un Tiger 800 juste avant du parc, parce qu'on a deux motorisations dans les Tiger. On a les 3 cylindres de 800 cm3 et les 3 cylindres de 1200 cm3. Dans l'Explorer, c'est la 1200 cm3, c'est la version, on va dire, haut de gamme et avec à cardan. Et si tu veux, aujourd'hui, on a une offre de moteurs. On parlait des 3 cylindres, qui est vraiment notre spécificité, qui vont de 675 cm3 à 2300 cm3, en passant donc justement par les Tiger, qui vont 800 et 1200 cm3. Donc effectivement, c'est des motos qui sont typées faites pour rouler loin, longtemps et sur tout chemin, tout terrain, plus tout chemin que tout terrain, pour être tout à fait vrai, mais voilà, c'est des motos qui sont extrêmement polyvalentes, extrêmement faciles, et d'excellentes motos, justement, que ce soit au quotidien, parce qu'on a une position qui est assez haute, et pour la sécurité, c'est bien d'être assez haut par rapport au reste des véhicules. Ça consomme très peu, ça marche très très bien, on peut voyager, c'est confortable, c'est des motos qui sont un peu une belle quadrature du cercle. À partir de quel prix on peut s'offrir une Triumph aujourd'hui ? Parce que ça, on n'a pas posé cette question, mais je pense que ça intéresse tout le monde. Oui, tu as combien ? Pas grand-chose. Non, le premier prix actuellement est de 7 990 € pour un Street Triple, un 675 cm3. Et puis on va jusqu'à un peu plus de 19 000 € pour la Rocket 3. Merci Eric d'être venu nous voir. Merci à vous, ça a été un plaisir. On va enchaîner tout de suite avec l'essai de la semaine, qui est l'essai de la Peugeot 208 réalisé par Cédric Pinatel chez Yahoo. On se retrouve dans 6 minutes. Aujourd'hui, pour les constructeurs automobiles, le maître mot, c'est bien évidemment la réduction de la consommation et des émissions de CO2. Alors pour arriver à ça, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité avec de plus en plus de voitures hybrides. Vous avez aussi des véhicules 100% électriques. Et avec tout ça, on avait oublié que le bon vieux moteur thermique à piston, qui a évolué pendant plus d'un siècle, eh bien, il est lui aussi capable d'afficher de très bons chiffres de consommation qui sont même meilleurs qu'avec une bonne voiture hybride. C'est ce qu'on va essayer de vous prouver aujourd'hui sur Yahoo Auto avec l'essai de la nouvelle Peugeot 208 restylée qui gagne une gamme de motorisation entièrement nouvelle. On commence avec un moteur essence et après, vous allez le voir, on va basculer sur une autre motorisation qui a la particularité d'être le moteur thermique le plus économe en carburant du monde. La 208 était apparue sur le marché en 2012, alors donc ce restylage de mi-carrière intervient seulement 3 ans après l'arrivée de la voiture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour trouver les modifications, il faut vraiment avoir un œil
très attentifs. On a rarement vu un restylage demi-carrière aussi léger. En fait, alors ça se voit principalement au niveau du bouclier avant. Fini la calandre flottante, maintenant elle est intégrée au reste du bouclier. C'est sans doute un petit peu mieux au niveau aéro. On a des optiques avant aussi qui sont retouchées à l'intérieur. On a des nouvelles jantes, on a des feux arrière qui sont retouchés. Et vous avez aussi une gamme de personnalisation qui est un petit peu plus poussée qu'avant. Alors là, c'est le cas surtout sur notre modèle d'essai, un gris mat comme sur une Mercedes AMG GT. Bon, il faut oser. Alors ensuite, on passe à l'intérieur. Là aussi, il y a des nouveautés. Un point qui ne change pas par rapport au précédent modèle, c'est bien évidemment les dimensions générales. Ça reste un des modèles les plus compacts de la catégorie avec moins de 4 mètres de long. Et malgré tout, on a toujours un habitacle qui est spacieux et qui a une ergonomie très particulière, très intéressante. Un petit volant, ça on en a beaucoup parlé au lancement du modèle. Il est toujours là. Pareil pour toute la planche de bord qui a un style disons très personnel. Franchement, en finition, pour moi, c'est l'une des meilleures voitures de la catégorie. C'est mieux que dans une Clio, ça c'est net. Ici, on est sur la version très haut de gamme avec des sièges optionnels très enveloppants, vraiment agréables. Même remarque pour les matériaux à l'intérieur, là tout est vraiment joli. Et tout ça pour un encombrement, on l'a dit, très compact, donc une voiture pratique en ville, plus que certaines de ses concurrentes, et une très bonne habitabilité intérieure, y compris aux places arrière. Côté équipement, alors on note un nouveau système de freinage d'urgence. On note aussi un système d'intégration du smartphone sur le système infotainment, en plus de la navigation optionnelle bien évidemment. Pour le reste, la 208 avait été saluée à son lancement pour son comportement dynamique exceptionnel dans la catégorie, et pour nous c'est toujours le cas. Vous avez un ressenti de la direction qui est extrêmement direct, vous avez un amortissement qui est un peu ferme, mais avec un compromis qui est raisonnable pour une utilisation au quotidien. Il faut signaler qu'ici on a la nouvelle boîte automatique proposée en option. C'est une boîte qui est reprise de la grande sœur, la 308. Bon, sincèrement, c'est pas un modèle de rapidité, c'est vraiment réservé aux adeptes de boîtes automatiques, sinon il vaut mieux se rabattre vers la transmission manuelle. Côté moteur, ici on a un nouveau 1,2 litre essence PureTech qui développe 110 chevaux, qui est donné à 4,5 litres au 100 km et 104 grammes de CO2. Dans la vie de tous les jours, il faut compter plutôt sur une consommation entre 6 et 7 litres. C'est un niveau qui est honorable pour un bloc essence de ce segment. On en a fini avec l'essence, on a changé de voiture et de couleur. Cette fois, on passe à la version Blue HDI. Alors, c'est une voiture qui soigne encore plus sa consommation. D'abord, avec l'aérodynamique. Là, vous remarquez un nouveau petit béquet qui est fait pour optimiser encore un peu plus l'écoulement des flux. Blue HDI, c'est pour une toute nouvelle génération de moteurs diesel chez Peugeot, 1,6 litres de cylindrée, 2 niveaux de puissance 75 et 100 chevaux, et surtout une attention maximale aux économies d'énergie. Peugeot annonce une consommation à 3 litres au 100 et surtout des émissions à 79 grammes par kilomètre de CO2. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est tout simplement un record mondial pour une voiture équipée d'un moteur thermique normal, c'est-à-dire sans technologie hybride, électrique. Donc on va voir ce que ça donne au niveau agrément et au niveau des consommations réelles. Chez Peugeot, ils se sont amusés à envoyer cette 208 Blue HDI pendant 38 heures sur un circuit à vitesse stabilisée de 55 km/h au régulateur. Au final, ils se sont rendus compte que la voiture consommait que 2 litres au 100. Elle a parcouru plus de 2000 km sans vider son réservoir, donc c'est vraiment impressionnant. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec des conditions de roulage de la vraie vie. Ici, on est sur une route vallonnée, très accidentée, avec beaucoup de virages. On est à environ 5 litres au 100 en conso, donc c'est pas mal compte tenu de la particularité de la route. Ça veut dire que en roulage tranquille, dans la vie de tous les jours, on est facilement à moins de 4 litres. Alors par contre, il n'y a pas de secret. Pour obtenir une consommation très limitée, il faut une boîte à l'étagement très long, donc ça impose de parfois jouer du levier de vitesse, mais on a quand même un bon agrément de conduite, on a un niveau de puissance qui est suffisant pour se sortir de toutes les situations, on a un amortissement confortable, bref, une voiture qui reste agréable à vivre tout simplement. On vient de le voir avec les moteurs thermiques d'aujourd'hui, au final on n'a pas besoin de recourir à un hybride pour conserver un bon niveau d'agrément de conduite tout en obtenant une consommation très basse. Pour le reste, la 208 conserve sa gamme de motorisation très riche, alors ça va de l'entrée de gamme à 12 600 € pour le petit 3 cylindres essence PureTech, jusqu'au haut de gamme sportif GTI by Peugeot à un peu plus de 28 000 €.
Comptez sur un prix de base à 18 950 € pour la version Blue HDI en 75 chevaux et 20 250 € pour la version 100 chevaux. Bref, avec ces qualités, on se demande vraiment pourquoi la 208 n'était qu'à la 5e place des meilleures ventes des citadines en Europe. Pour nous, elle mérite clairement des ventes encore meilleures que ça et d'être au moins sur le podium de la catégorie. Voilà, c'était donc Cédric Pinatel pour Yahoo Auto qui nous présentait cette nouvelle 208. Alors, nouvelle, Vincent, c'est un bien gros mot, on garde les qualités, on change pas grand-chose finalement, hein. La Peugeot elle avait été présentée en 2012, donc le design n'était pas très vieux, la voiture était encore assez agréable à regarder. Bon, malgré tout, entre-temps, Peugeot a lancé un nouveau langage stylistique, donc ils ont voulu tenter de le mettre sur la 208. C'était même d'ailleurs un petit peu décevant parce qu'on s'attendait à ce que la face avant change beaucoup plus que ça. Et au final, on a une voiture qui reste un petit peu banale, voire qui peut manquer de personnalité. C'est vraiment l'axe sur lequel on s'est dit pour faire cette vidéo et cet essai d'un point de vue éditorial, c'est on voulait comprendre pourquoi malgré toutes les qualités que la voiture présente, eh bien Cédric l'a très bien résumé, elle n'occupe que la 5e place des ventes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une société où on en parlait tout à l'heure, que ce soit en moto, en technologie, où on est toujours à la recherche de l'objet différenciant qu'on va avoir pour montrer finalement un petit peu à ceux qui nous entourent ce qu'on possède, et que cette 208, elle peut manquer peut-être d'un petit peu de caractère et de relief pour séduire un plus grand nombre. Alors moi je l'ai essayé, j'ai trouvé plutôt agréable. Alors il y a quand même 2 nouveautés marquantes dans cette 208. La première c'est le nouveau 3 cylindres PureTech 1,2 litre qui dans la 208 développe 110 chevaux. Et le deuxième c'est cette boîte EAT6. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Cédric quand il a trouvé lente. Je trouve que cette boîte est plutôt bien calibrée. Alors c'est une boîte traditionnelle à convertisseur fabriquée par le japonais Aisin. Et moi je trouve qu'elle va plutôt bien à la voiture. Ah mais c'est parce que Cédric il est habitué à essayer des Lamborghini, c'est pour ça. Effectivement, il faut rajouter quelques cylindres pour arriver. Non, Cédric essaye énormément de voitures et il fait effectivement le grand écart. Il a une grande connaissance technique qu'on peut retrouver dans toutes les marques et il y a un grand écart forcément entre la technologie qui va être installée à bord d'une 208 pour produire des millions d'exemplaires à le plus haut de gamme, comme je disais, Lamborghini ou Ferrari. Mais bon, c'est vrai que finalement, quand on n'a pas goûté au reste, on se dit que la boîte peut aller plutôt bien. Et je pense qu'il a voulu, il s'est rappelé une sensation qu'il avait peut-être dans ses véhicules de sport où les rapports passent beaucoup plus vite. Moi, je trouve qu'elle se compare très largement et très facilement à une. Alors, on en parle comme étant une référence depuis longtemps, mais à la boîte DSG qu'on trouve chez Volkswagen, qui, à mon sens, devient pour le coup de moins en moins rapide et se fait rattraper par ces nouvelles boîtes à convertisseurs. Alors là, c'est une petite, faite par Aisin, mais il y a également ZF. Tu es d'accord, hein? Ah oui, tout à fait. En plus, les boîtes à double embrayage, donc que ce soit au sein du groupe Volkswagen ou ailleurs, elles ont quelques contraintes mécaniques parce qu'on sait qu'elles n'aiment pas les hauts régimes quand tu rétrogrades. Il y a pas mal de choses également dans la programmation électronique qui fait que la boîte de vitesse va pas toujours te laisser faire ce que tu veux parce qu'un double embrayage, malgré tout, c'est 2 fois plus de pièces en mouvement, donc c'est 2 fois plus de risque de casse et de fragilité. Et un bon vieux convertisseur qui a été depuis repris en main par ZF, faut quand même souligner toutes les qualités de ce fabricant qui a remis au goût du jour cette technologie et qui aujourd'hui on arrive avec des boîtes de vitesse, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à 10 vitesses. Chez Fiat, je crois qu'on a chez le Renegade une boîte à 10 vitesses. 9 rapports. Donc là, c'est comme chez Land Rover, mais bon voilà, la technologie a énormément progressé, le convertisseur est très fréquentable. Juste un petit mot si vous permettez. Ouais, mais bien sûr, Max. Par rapport à la boîte, je vais me faire l'avocat de Cédric Pinatel. En fait, ce qu'il disait, c'est que, et il a raison de le souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a des problèmes sur les DSG 7 actuellement, c'est qu'on a tendance, pour respecter les grammages de CO2, avoir de faibles émissions de CO2, on a tendance à allonger les rapports de boîte. Donc même si on a une boîte qui, dans l'absolu, est réactive et change rapidement de rapport, le fait que l'étagement soit long, ça peut nuire à l'agrément. Exemple sur une Audi A1 aujourd'hui, ou une Polo, etc. Quand vous êtes dans les bouchons, elles ont tendance à vous mettre des à-coups. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la boîte va tout de suite passer le rapport supérieur. C'est-à-dire que là où normalement
vous accélérez, vous restez en première, elle va tout de suite enclencher la seconde pour pouvoir être très bas en grammage au niveau des normes d'homologation, sauf que dans la réalité, elle va passer la seconde et après il va falloir qu'elle redescende en première, et donc du coup elle va vous générer un à-coup. Donc c'est là toute la problématique en fait des normes d'homologation qui sont encore une fois faites dans un bureau et qui n'ont absolument rien à voir avec l'usage quotidien. Brice, tu veux réagir sur... T'as pas essayé cette 208 J'ai pas essayé la voiture, je connais pas la boîte, donc je vais pas même si on a un bon moteur et une bonne boîte, si l'étagement des rapports est trop long, ça va nuire à l'agrément. Ouais, tout à fait. Pour en finir sur la 208, en gros, c'est... Alors là, je parlais de la version 3 cylindres essence. Cédric concluait sur le petit moteur Blue HDI en se demandant si c'était pas mieux qu'une hybride. Max, je vais te laisser repartir là-dessus parce que je sais que toi, l'hybride électrique, c'est aussi un petit peu ton fer de lance en ce moment. Oui, enfin c'est mon fer de lance. Disons que il se passe des choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis passionné par justement ces voitures électriques parce qu'elles apportent vraiment quelque chose de nouveau. Moi, ça fait 15 ans que j'essaye des voitures avec du McPherson, avec des 4 cylindres turbo, des injections directes, etc. Et des voitures qui doivent répondre à des normes d'homologation, que ce soit de sécurité, etc. Donc finalement, c'est peut-être un peu caricatural ce que je vais dire là, mais aujourd'hui, on a quasiment... Toutes les voitures se ressemblent, elles sont très proches les unes des autres. Et c'est d'ailleurs ça qui fait toute la difficulté de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, quand on va faire des différences sur un comparatif entre des voitures, ça va ressortir comme des différences importantes pour le lecteur. Or, dans la réalité, c'est des différences d'agrément qui sont mineures. Mais nous, on les met en avant parce que faut bien qu'on différencie les voitures entre elles. Or, elles sont toutes basées quasiment sur les mêmes plateformes. Elles utilisent des composants qui sont très proches. Et donc là, voir arriver des véhicules hybrides et électriques, justement, qui sortent de la norme et qui proposent des technologies qui changent vraiment, en tant qu'essayeur, c'est quand même plus jouissif que de réessayer l'ultime version améliorée avec une boîte un peu plus longue. Donc voilà, moi aujourd'hui quand je monte, donc je vais le dire puisque tu m'as lancé, quand je monte dans une Tesla Model S, même si je vais pas avoir le plaisir d'un flat 6 Porsche, même si ça va pas me créer la même émotion basique masculine, je suis quand même impressionné par la débauche de technologie et surtout j'ai l'impression d'avoir vraiment quelque chose de nouveau et c'est pour ça que je fais ce métier. Donc pour les hybrides, faire bref, pour les hybrides, moi aujourd'hui c'est vrai que à choisir entre un HDI et le petit 1,2 litre turbo, moi je m'orienterais en tant qu'acheteur plutôt vers un moteur essence. Il y a un retour de l'essence et le peu de différence qu'on va avoir en conso est largement compensé par l'agrément, d'autant que ce petit 3 cylindres, ce petit moteur est un 3 cylindres, donc on parlait des 3 cylindres Triumph, mais finalement ça va bien aussi à certaines voitures, en tout cas celui-là. De toute façon, on va rester dans les 3 cylindres. Juste avant, Vincent, est-ce que tu veux conclure sur cette 208 ? Oui, parce que tout à l'heure ça m'a fait penser, je préparais l'émission et je regardais les infos de 13h un peu comme tout le monde et il y a eu la publicité de la nouvelle Peugeot 208 et finalement cette voiture elle se justifie, elle est agréable quand on la voit en publicité avec une teinte orange, des jantes gris foncé, etc. Là elle donne vraiment, elle a une vraie gueule et ce que je regrette c'est que une fois qu'on lui enlève un petit peu tous ces artifices, elle manque de personnalité et j'ai l'impression que Peugeot aura beau faire peut-être la citadine la plus parfaite du monde parce qu'elle a un contenu technologique qui est d'abord vraiment impressionnant, elle a une tenue de route, on en a très peu parlé, qui est également excellente, mais que si la voiture à un moment donné est un petit peu fade et placide, j'ai bien peur que tous les efforts des ingénieurs ne soient pas suffisants. Je te rejoins un petit peu, moi ça correspond à peu près à ce que je pense de la voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est très agréable à conduire, très homogène, très efficace et peut-être effectivement on aurait pu faire un petit effort sur le caractère, sur le design, mais à la fin c'est le client qui décide. On parlait de 3 cylindres, on va rester dans le 3 cylindres, on va parler maintenant de 2 petites voitures. Alors on va encore baisser en gamme en segment, on va se retrouver dans 3 secondes pour parler d'une Suzuki, de la Suzuki Celerio qu'on va opposer à la nouvelle petite Opel, la Karl. À tout de suite. Voilà, on va ouvrir un combat, on va dire en dessous de 3,70 m, avec à ma gauche la Celerio de Suzuki qui est sortie, je vais me reprendre, en
début d'année, 3,60 m, et à ma droite l'Opel Karl, 3,68 m. On est dans la mini citadine. Driss, on va commencer par la Celerio qu'on a essayé il n'y a pas très très longtemps. Qu'en as-tu pensé ? Eh ben oui, tu l'as dit, ce sont des petites voitures, des petites citadines, parce qu'il en faut de nos jours, qui consomment peu, qui sont abordables. Ça, il faut le préciser également. Alors on va même commencer par là, parce que la Celerio aujourd'hui est grosso modo une des voitures les plus accessibles du marché, avec les remises, les offres de reprise. On arrive autour de 7500 €, quelque chose comme ça. Voilà, sinon prix catalogue 8890 €, c'est le prix d'une Triumph. Tiens, on en parlait tout à l'heure. C'est le prix d'une moto. Donc vous avez une voiture en 5 portes. Un toit en plus. Et 3 cylindres, pareil. Et 4 roues, mais tu as le 3 cylindres exactement. Bon, après, c'est vrai qu'esthétiquement, ce sont des voitures somme toute classiques. Hein. Vous disiez tout à l'heure que la 208, vous trouviez qu'elle manquait un peu de caractère. Bon, bah là, c'est pas non plus le genre de voiture que vous achetez pour parader dans les rues. Hein. C'est clair. Donc, alors, on va l'opposer. On va continuer sur la Celerio. Écoute, non, moi je te propose, tiens, qu'on parle du design de la Karl, parce que là, moi, j'ai pas pu essayer la Karl, donc j'ai essayé la Celerio, donc ce serait pas mal de les opposer. Et justement, toi, tu penses quoi du design de ces deux voitures et de la Karl en particulier? Alors, si on les met côte à côte, alors je vais pas dire que ce sont les mêmes, mais on a clairement les mêmes recettes, hein, des porte-à-faux très courts à l'avant et à l'arrière, parce que faut avoir de la place à l'intérieur, donc on met les roues aux quatre coins, un profil finalement, une silhouette très 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 similaire. Et s'il n'y avait pas des embossages de carrosserie différentes sur les portières, on pourrait presque les confondre. Alors quand on regarde la calandre, là il y a le logo qui ne détrompe pas. Voilà, donc le design extérieur est vraiment très proche, il utilise les mêmes recettes. Et pour le coup, on est à l'opposé. Alors là, je crois que c'est justement, on va revenir sur notre ami Cédric Pinatel qui, dans son papier sur Yahoo Auto, disait qu'on était loin des recettes utilisées par Renault sur sa Twingo, Fiat sur sa 500, Peugeot sur la 108, où on cherche davantage le style que la fonctionnalité. Je ne sais pas si Vincent veut réagir à ça. Enfin, moi, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. En fait, le pas cher se sent même jusque dans le design. Oui, après, je pense que ça se justifie dans le sens où on va avoir un véhicule pas cher comme ici, mais pratique. Et on voit qu'il y a quand même une clientèle très forte pour ça aujourd'hui en Europe. Hein. En un petit peu plus grand, on peut quand même rappeler le succès des Dacia, hein, qui sont pas connus pour être les voitures les plus belles, mais qui se vendent très bien. Et je pense que ces deux voitures, elles ont fait le choix de dire, on peut vraiment transporter 4 personnes, ce qui, rappelons-le, n'est pas forcément le cas dans les voitures plus jolies qu'on a citées, hein, une Fiat 500. Et même 5 personnes dans la Karl, voilà. Qui est une des rares du segment à être homologable en 5 places dans sa version haut de gamme, je crois. À un moment donné, c'est vrai qu'on peut pas tout avoir, mais je pense que quand on définit une voiture pas chère, on va la définir pour tous les services qu'elle doit rendre au quotidien, à savoir être capable d'être la deuxième voiture du foyer, ce qui sous-entend être capable d'emmener 2 voire 3 enfants à l'école et d'aller faire les courses en semaine. Et je pense que ces voitures répondent bien mieux aux attentes des clients. Cet exercice-là, il faut reconnaître que la Celerio s'en tire plutôt bien. Je vous précise qu'elle est aussi disponible en 5 places. Elle est également homologuée 5 places. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est une voiture qui était très agréable. On a pu la conduire et ça remplit parfaitement bien sa fonction. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord. On va parler un petit peu de la présentation intérieure parce que on a parlé de l'extérieur, mais l'intérieur ça compte. Alors là, Driss, quand on est monté dans la Celerio, on a plutôt eu une bonne surprise. C'est une bonne surprise, c'est encore une fois une présentation très classique. La finition n'a rien d'exceptionnel, mais bon, elle est réussie. On a remarqué quand même une chose à l'intérieur, hein, ça c'est notre petite fibre techno, c'était que le système audio était très puissant. Je ne sais pas si tu te souviens. Absolument. Si ce n'est que là forcément il y a des limitations, notamment au niveau des portières où il y avait quelques vibrations, mais c'est assez étonnant pour une voiture de ce type. Alors c'est un petit peu le même type d'impression que j'ai eu dans la Karl, avec un petit plus pour la Karl qui est, dont les assemblages sont mieux faits, mais on retrouve également, et ça m'a étonné, un système d'infotainment carrément digne du modèle de la gamme supérieure. Et là pour le coup l'amortissement des portières au niveau audio est nettement mieux fait.
l'équipement de la Celerio est pas si mal quand même, hein. Alors il est un petit peu en deçà de la Carl à mon sens, en tout cas on va dire à tarif équivalent, mais là aussi on retrouve l'essentiel, hein, de la connectivité Bluetooth, ce qui est aujourd'hui important, pouvoir brancher son téléphone, ce genre de choses, et puis une climatisation, etc., etc. Il y a une chose que je voulais préciser également à propos de la Celerio, c'est que la voiture est plus haute et qu'on a aussi beaucoup de place aux places arrière. Ce qui est assez important de le noter, comme disait Vincent tout à l'heure, hein, c'est le genre de voiture dont on a besoin pour emmener les enfants. Bon, ils font pas tous 1m90 encore, mais voilà, ça a son importance d'avoir de la place à l'arrière, notamment pour les jambes. Juste un mot. Oui, allez-y. Oui, non, je voulais dire, par rapport à ce comparatif, en fait, aujourd'hui, 3,70 m, ça nous paraît court. Mais c'est parce qu'aussi les voitures petites, les citadines comme la Clio, etc., aujourd'hui font 4 mètres. Donc je dirais qu'il n'y a rien vraiment de miraculeux à faire rentrer 4 personnes dans 3,70 m. On le faisait déjà bien avant. Dans une Mini, enfin je parle des premières générations de Mini, c'était intéressant. Mais aujourd'hui, bon, je trouve pas que ce soit des voitures qui soient si compactes que ça. Elles sont juste aux tailles, je dirais, aux tailles d'une polyvalente, d'une ancienne polyvalente. Et moi j'aurais plutôt tendance aujourd'hui en tant qu'acheteur à opter pour une Swift ou une Swift d'occasion plutôt que pour une Celerio. Autre point, l'Opel, comme d'habitude, est mieux finie. En effet, vous avez bien fait de le souligner. Elle a un système infotainment qui est bien évolué. Et globalement, toutes les Opel aujourd'hui, moi je trouve, hein, après vous pouvez me contredire si vous voulez, mais moi je trouve aujourd'hui que les Opel sont toutes plutôt très bien fabriquées. Et le côté Made in Germany peut largement se justifier dans la publicité. Le problème, c'est que ce gain en qualité se retrouve au niveau du poids. Et contrairement aux autres marques, aujourd'hui, vous avez toujours 200 kg de plus en moyenne sur une Opel par rapport à sa concurrente. Alors, effectivement, je pense que ça doit être la même chose. Alors, j'allais venir, effectivement, la Celerio pèse 805 kg, là où la Carl en pèse 939. Alors, ce qui est intéressant, et tu le soulignes, c'est que à modèle équivalent, on dit que les Opel sont aujourd'hui un peu plus lourdes que la concurrence. Alors, on va voir que sur la Corsa, on le verra dans quelques semaines, quelques mois. Là, pour le coup, ils ont fait un effort puisqu'ils annoncent jusqu'à 200 kg de moins par rapport à la version actuelle, ce qui va la remettre dans la course face à des 309 ou des A3 ou des Golf, mais on y reviendra. On parle du moteur peut-être. Bah oui, du moteur justement. Alors des moteurs, hein, on utilise les mêmes recettes là, hein, 1 litre 3 cylindres. Petit avantage de puissance sur la Carl qui développe 6 ou 7 chevaux de plus que la Celerio, 75 contre 68, c'est ça, voilà. Oui, mais ceci étant, on a le gain de poids sur la Celerio qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, fait 130 kg de moins. Donc ça... Alors, moi, globalement, hein, puisque j'ai pu comparer les deux, la Celerio a joui d'un petit avantage comparatif pour ceux qui aiment ça, c'est qu'elle est disponible avec une boîte auto que ne propose pas la Carl. Mais en dehors de ça, la Carl a globalement une meilleure prestation au niveau du moteur, avec néanmoins un petit creux sur le troisième rapport qui peut être gênant sur les reprises, qui oblige à jouer de la boîte de vitesse. Bon, moi, écoute, la Celerio, hein, pour aller faire des courses, c'était amplement suffisant. Effectivement, cette petite boîte auto était quand même très agréable. On l'a utilisée à la fois en ville et sur route. Bon, c'est sûr que là, quand on commence à prendre l'autoroute, là, on aurait besoin d'un peu plus de puissance, mais en l'état des choses, pour un usage urbain, c'est vrai que c'était très pratique. Voilà, donc difficile de séparer ces deux voitures. Ce sera le mot de la fin. Donc, il me reste à remercier nos invités. Eric Pecoraro qui est parti, pas Laurent Sanson, pardon, qui aurait dû être là aujourd'hui. Max, tu reviens quand tu veux. Vincent Beaucousin, à très vite. Merci aussi à Benjamin en régie et surtout merci à vous tous de nous avoir suivis. Driss, on se retrouve dans 15 jours. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.